La Russie a initié le BRIC comme une alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine en 2006. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe par la suite, formant ainsi les BRIC. Comment évaluez-vous ce parcours alors que de nombreux autres pays ont exprimé leur intérêt pour rejoindre cette alliance? Tout d'abord, il est important de préciser que les BRIC ne sont pas une organisation au sens strict. Il n'existe pas de document de fondation officiel, ni de charte ou de secrétariat. C'est un mécanisme novateur qui fonctionne comme un club, favorisant un échange informel, ouvert et global entre les dirigeants. Il permet une mise en œuvre rapide et flexible des engagements pris et la construction de relations horizontales étendues, non seulement sur le plan institutionnel, mais aussi avec différents acteurs de la société, société civile, monde des affaires, monde académique, jeunesse, etc. Il est évident que cette initiative a grandi bien au-delà des attentes initiales. Certains experts continuent à qualifier le BRIC principalement d'entité économique, mais il est désormais clair que l'influence du groupe couvre un éventail de domaines bien plus large. Le BRIC repose sur 3 piliers fondamentaux, la politique et la gouvernance mondiale, l'économie et la finance, ainsi que les liens humanitaires et les contacts entre les peuples. Aujourd'hui, le BRIC est reconnu pour sa capacité à proposer une nouvelle approche des relations internationales, en réponse à l'échec manifeste du modèle imposé par les puissances dites gériatriques du monde développé. Plus de 40 pays ont officiellement manifesté leur souhait de rejoindre les BRIC. Cette alliance est perçue non seulement comme une alternative à l'ordre mondial actuel, mais aussi comme un modèle de coopération fondé sur la confiance, le respect mutuel et le multilatéralisme. Contrairement aux approches occidentales marquées par l'agenda négatif, les sanctions et la volonté de dominer, le BRIC promeut un agenda positif axé sur le dialogue, la recherche de compromis et l'élaboration de nouvelles institutions contribuant au développement mondial. Le groupe a déjà mis en place de nombreuses initiatives destinées à rendre le système international plus équitable et plus réactif aux besoins des pays majoritaires du monde. L'exemple le plus emblématique est sans doute la nouvelle banque de développement des BRIC, qui offre des options de financement pour des projets d'infrastructures cruciaux, sans politisation ni discrimination. Mais ce n'est pas le seul projet. La création du réseau universitaire des BRIC, la stratégie de partenariat économique des BRIC, la plateforme de recherche énergétique et l'initiative céréalière des BRIC sont autant d'initiatives qui illustrent l'engagement du groupe à œuvrer pour un développement global plus équilibré. Nuage, pensez-vous que les économies émergentes du BRIC ont acquis une influence plus grande en politique internationale, en particulier dans le système financier mondial? Au cours des 3 dernières décennies, alors que le pouvoir politique restait concentré entre les mains de l'Occident collectif, l'équilibre économique mondial a progressivement basculé vers l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique mondiale, tandis que 3 des 4 premières places du classement économique mondial sont occupées par des pays des BRIC. Ensemble, les BRIC couvrent plus de 30% des terres émergées, soit 2 fois plus que le G7, et regroupent plus de 45% de la population mondiale, soit 4 fois plus que le G7. En termes de PIB en parité de pouvoir d'achat, PPA, le groupe a déjà atteint 35,7% du PIB mondial en 2024, surpassant ainsi le G7 avant même son expansion formelle. Les BRIC détiennent 45% des réserves mondiales de pétrole, une ressource essentielle à l'économie mondiale. Ils possèdent également de 68 à 79% des réserves mondiales de terres rares, des éléments indispensables à la production de technologies de pointe. Sur le plan de la sécurité alimentaire, les pays des BRIC sont à la fois principaux producteurs et consommateurs de céréales, représentant environ 44% du total mondial. Cependant, malgré ce poids économique considérable, le leadership politique reste largement dominé par l'Occident. Les institutions issues du système de Bretton Woods, telles que le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, sont toujours contrôlées par l'Occident et résistent aux réformes nécessaires. Par exemple, la réforme des quotas du FMI est bloquée, tandis que les postes de direction de ces institutions restent aux mains de candidats européens et américains. De plus, le Conseil de sécurité de l'ONU ne compte que 2 membres des BRIC parmi ses 5 sièges permanents, tandis que l'Europe y est surreprésentée malgré une perte manifeste d'influence. Face à cette résistance au changement, le monde non occidental se tourne de plus en plus vers des alternatives comme les BRIC, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, ou l'ASEAN.
Les récentes présidences successives du G20 par l'Indonésie, l'Inde, le Brésil et maintenant l'Afrique du Sud illustrent cette dynamique croissante. Les institutions financières internationales sont encore dominées par l'Occident. Quel rôle joue la Chine dans la transformation de ce système, notamment en Afrique et en Asie? Effectivement, les institutions financières comme le FMI et la Banque mondiale restent sous domination occidentale et leurs réformes sont peu envisageables à court terme. C'est précisément en réponse à cette rigidité que les BRIC ont rapidement mis en place leur propre institution financière, la Nouvelle Banque de Développement, NDB. Bien qu'il reste des défis à relever, notamment en matière de capacité de financement et de diversification des devises utilisées, la NDB offre une alternative significative pour les investissements en infrastructures. D'autres initiatives sont en cours, comme la plateforme d'investissement des BRIC, qui vise à maximiser le potentiel des économies émergentes en facilitant les investissements multilatéraux dans des secteurs clés tels que la technologie, l'éducation, la logistique et la finance. Entre 2011 et 2021, le stock d'investissement direct à l'étranger des BRIC a bondi de 1,1 trillion de dollars à 3,7 trillions de dollars, soit une augmentation de 235%. Cette montée en puissance financière conforte le rôle des BRIC comme acteurs clés du marché des investissements internationaux. D'autres initiatives complémentaires incluent la nouvelle route de la soie, BRI, portée par la Chine, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, AIIB, et l'initiative russe d'un espace eurasiatique élargi. Ces projets ne sont pas des jeux à somme nulle, mais offrent une diversification des options de développement sans imposer de conditions exclusives. Y a-t-il des progrès concernant la création d'une monnaie des BRIC pour réduire la domination du dollar? Il n'y a pas encore eu de discussion formelle sur la création d'une monnaie unique des BRIC. Cependant, depuis 2010, les BRIC travaillent sur un mécanisme de coopération interbancaire. En 2014, un accord cadre sur l'utilisation des monnaies nationales a été signé pour encourager les transactions sans recourir au dollar. En 2024, de nouvelles initiatives ont été présentées, notamment BRIC Clear, un système de compensation transfrontalière, et BRIC Insurance, visant à réduire les coûts de transaction. L'utilisation des monnaies numériques pourrait également jouer un rôle clé dans l'évolution de ces mécanismes. Le Bangladesh a demandé à rejoindre les BRIC en 2023. Quelle est la situation actuelle et quels seraient les avantages pour le pays? Avec plus de 40 pays candidats, les BRIC suivent une politique d'inclusivité tout en veillant à préserver leur mission. L'adhésion n'est pas uniquement une question d'avantages économiques, mais aussi de contribution au projet collectif. Chaque pays candidat doit se demander ce qu'il peut apporter aux BRIC, au-delà de ce qu'il peut en tirer. Les BRIC peuvent-ils rivaliser avec l'Occident? Les BRIC ne cherchent pas à défier l'Occident, mais à proposer une alternative indépendante, fondée sur l'équité, la coopération et le respect mutuel. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais la coexistence pacifique et le progrès commun.